et bienvenue sur les 8000 tambours d'Afrique et du monde. Aujourd'hui avec Najib Arfaoui, romancier, et qui va nous présenter certains de ses livres, ce qu'il a écrit, et en particulier La fille de Dar Barou. Bonjour Najib. Bonjour Régine, et bienvenue. Merci de m'accueillir. Ah, bienvenue. Et peux-tu te présenter? Voilà, Émilie qui nous a déjà rejoint. Super. Bien. Bah, écoute, Najib Arfaoui, 77 ans, et pas toutes ses dents. J'ai 2 enfants, 5 petits-enfants. J'ai travaillé dans la banque et depuis ma retraite, j'écris. Et c'est un grand plaisir. Tu écris et tu as des sujets de prédilection. Donc, peux-tu nous citer les titres de tes livres? Parce que déjà, le titre, c'est chaque fois tout un poème. Oui. Alors, j'avais écrit une série d'histoires sous le titre Une vie à bon compte. C'est un peu autobiographique et puis c'est ce que j'écrivais dans l'atelier d'écriture, etc. Et depuis, j'ai écrit 3 romans. Le premier, c'est Tingis Café, édité chez l'Harmattan. Le deuxième, Vers cette rive inconnue, édité chez Virgule Édition. Et le dernier, La fille de Dar Barou, qui est édité chez l'Harmattan de Paris. Voilà. Et le quatrième est en cours, mais je t'en dirai pas beaucoup. Nous lira quelques phrases en fin d'émission alors. D'accord. Au parfum. Alors, dans par exemple, le Genesis Café, c'est ça? Tingis Café. Et sur l'autre rive? Vers cette rive inconnue. Voilà, vers cette rive inconnue. Quels sont les thèmes qui se rejoignent dans tes livres, dans tes romans? Oui, alors le point de départ, ce sont toujours des histoires qui sont un petit peu vécues. Ce sont des choses qu'on a vécues généralement quand on est jeune ou enfant et qui vous tiennent à cœur. C'est ainsi que pour Tingis Café, c'est l'histoire d'un garçon qui a un handicap dans l'œil. Et comme moi-même, j'ai un problème, ce qu'on appelle une trichiasis des cils qui poussent de travers, ça m'avait énormément touché. Et quand je lui avais dit, il y a moyen d'opérer cette malformation, il m'a répondu, mais avec quoi je vivrai si je deviens normal? Tu vois? Donc, c'est des sujets comme ça. Alors, c'est l'histoire un peu de ce garçon-là, mais qui est complètement, qui a complètement dévié de son sens premier. Hein? Et à propos de ça, tu disais justement que le terme de résilience, tu le reliais justement au handicap de la capacité de Oui, parce que c'est un mendiant et la chance va arriver parce qu'un jour de pluie, il trouve un cahier d'écolier par terre et il commence à le déchiffrer. Lui, il est analphabète. Sa mère, qui est morte, analphabète. Donc, il va se dire, c'est quoi ça? Et il voit des images, un arbre et en dessous, une écriture. Un âne et en dessous, une écriture. Et à lui tout seul, il va commencer à déchiffrer, à donner un sens à chaque lettre. Et quand il va réussir à regrouper les syllabes, faire des mots, et avec des mots faire des phrases, il va être émerveillé. Il va s'émerveiller et il va dévorer la littérature. Et ça va devenir quelqu'un qui adore la littérature, etc. Voilà son destin. Ok, et là, je ne peux m'empêcher de faire le lien avec toi. Est-ce que c'est toi aussi, c'est comme ça que tu en es arrivé à l'écriture? L'émerveillement des mots? Oui, je crois. Mais je crois que moi, c'est surtout l'histoire, les petites histoires qui m'ont toujours intéressé. Je suis arrivé à l'écriture en réalité parce que j'ai l'impression que j'ai toujours écrit. Quand j'étais militant syndical ou politique, j'écrivais des tracts. Dans mon boulot, j'écrivais des rapports. Donc, l'écriture, pour moi, c'était quelque chose de naturel. Par contre, raconter une histoire, c'est autre chose. Je ne pense pas que ça prenne, mais aller à un atelier d'écriture, ça peut être très, très utile. Et alors, ici, tu avais envie de nous présenter ton dernier livre, en fait, La fille de Dar Barou, et qui est un peu un parcours identitaire.
qui aussi est en résonance avec un peu tout ce qui se passe dans ton pays au moment, enfin dans les familles en fait, toutes les pressions qu'il y a dans les familles. Et cette jeune fille de Darbarou donc subit ça. Tu peux nous raconter un peu plus? Ouais. Ma mère était analphabète, mais elle avait une intelligence des choses qui la rendait apte à la vie. C'est ainsi, par exemple, que quand elle avait un petit calepin, au lieu de mettre les noms parce qu'elle ne savait pas écrire, elle mettait, pour moi, par exemple, mon numéro de téléphone, c'était, elle a dessiné une tour Eiffel. Ça veut dire Najib. Et à côté, elle savait les numéros, évidemment, de 1 jusqu'à 9, de 0 jusqu'à 9. Et ainsi de suite, pour mes sœurs, etc. Elle avait une intelligence. Donc, pour moi, c'est ça le point de départ. C'est comment communiquer. Et dans les histoires que j'aime raconter, en fait, je communique à travers une histoire, un moment, une sensibilité, par exemple le sentiment d'injustice. Moi, j'ai vu quand j'étais petit une paysanne courir dans la rue avec son bébé mort dans ses bras, dans l'indifférence totale, probablement parce que les gens ne savaient pas qu'il était mort, mais moi j'ai vu cette scène-là. Et bon, c'est le sentiment d'injustice a été le point de départ. Et je suis allergique à l'injustice, ça me révolte au plus haut point. Et une des grandes injustices, c'est celle qui est faite aux femmes, par la naissance. Alors, je n'oublie pas qu'à une époque de l'histoire, il y a eu le matriarcat. On en parle, mais on voit vraiment pas comment ça pouvait être. Tellement on est habitué à la domination masculine. Et c'est quelque chose qui m'a toujours révolté aussi. Parce que je voyais mes sœurs, je voyais ma mère. Elles n'étaient pas malheureuses, loin de là, c'est pas la question. La question, c'est le regard qu'on a sur ce qu'elles sont, ce qu'elles acceptent. Est-ce qu'elles acceptent et qu'elles reproduisent? Parce que inconsciemment, elles reproduisent cette injustice, cette domination masculine. C'est ainsi qu'on dit à une petite fille, va chercher ça pour ton frère, fais ça pour ton frère, etc. Jamais on dit ça, jamais on dit le contraire. Bon, donc il était normal que ce sujet me touche et que donc j'écrive une histoire à travers ça. Toute une fiction, évidemment. Rien d'autobiographique, bien entendu, je suis un garçon. Mais dans cette autofiction, tu parles quand même des pressions qui se vivent dans certaines familles. Oui. Et ici, si je me rappelle bien, c'est cette jeune fille. Donc, il y a cette pression d'avoir un garçon en premier. Oui, tout à fait, parce que dans une société patriarcale comme ça, on a envie de transmettre le pouvoir en quelque sorte. On a envie de transmettre le pouvoir et on ne pense pas le transmettre à une fille, on le transmet à un garçon. Dans certaines monarchies, c'est le cas. Dans d'autres pas. Mais enfin bon, rien que pour illustrer. On le transmet à un garçon. Donc, s'agissant d'un homme qui est garçon unique dans sa fratrie, n'a que des sœurs, le nom de famille ne peut être transmis qu'un garçon. Parce que les filles, même mariées, même quand ils ont des enfants, les enfants prennent le nom de leur mari. Donc voilà. Alors il était angoissé par cette idée-là. Il se sentait responsable du destin de sa famille. Probablement qu'il était névrosé au dernier degré, mais bon. Et du coup, quand déçu par la naissance d'une fille, il a eu du mal d'abord à avoir un enfant, et quand une fille est née, il voulait absolument l'éduquer comme un garçon. Elle s'appelait Karima, il l'appelait Crimo. Il lui apprenait à faire de la boxe, il lui apprenait à courir, parce qu'il était prof d'éducation physique. Et donc, mais jusqu'au jour où, évidemment, ses nichons commencent à pousser, des poils à son pubis, qu'elle commence à être jeune fille. Et là, lui, sa femme, etc., réalisent que maintenant, il est temps de réagir. Et donc, ils essaient de la fiancer. Et donc, c'est là le choc terrible, duquel va naître un sentiment de révolte nourri par cette injustice. Alors, évidemment, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais en tout cas, dans la vie, il va lui arriver de bonnes choses. Elle va
aller en France, elle va étudier en France, elle va rencontrer le milieu intellectuel français dans les années Mitterrand, c'est-à-dire en plein bouillonnement culturel, débat d'idées, etc. J'ai vécu ça, je sais très bien que c'était magnifique. Elle tombe sur un groupe de femmes où on discute de tout. Et voilà, elle va apprendre la liberté. Elle va apprendre. Mais ça a un coût. Ça a un coût parce que ce rêve, je veux dire une chose, c'est que l'égalité homme-femme aura lieu, tôt ou tard, mais elle aura lieu. C'est le sens de l'histoire, c'est le sens de l'évolution, c'est tout à fait naturel. Mais ériger son impatience en dogme est aussi dangereux. C'est ainsi que ces mouvements-là ne s'inscrivent pas parfois dans l'histoire longue, qui, elle, nécessite éducation, qui nécessite beaucoup d'efforts. Dans certains cas, la révolte, la révolution semble plus facile. Et si on changeait tout d'un seul coup? Or, ce n'est pas possible. Et voilà. Sur ça, Najib, tu vas peut-être nous lire un petit extrait aussi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est sa révolte, elle, donc, c'est de constater qu'elle est une femme et que finalement, elle est soumise aux lois des femmes alors qu'on l'a considérée comme homme. Et alors, tu m'as dit, et puis alors, il y a eu ce départ en France où elle découvre d'autres portes qui s'ouvrent, une nouvelle liberté. Et tu m'as dit que toi aussi, tu as vécu donc ce départ en France. Et voilà, tu l'as dit avec, en rencontrant cette société riche culturellement, et que toi, tu as eu aussi envie de devenir plus français que les Français. Et donc, voilà. Mais c'est important, ça, quand même, parce que tu as vraiment intégré l'histoire et que finalement, tu connaissais encore mieux l'histoire de la France que certains Français de ton école. Oui, d'ailleurs, c'est à contrario ce que je reproche aux Français qui viennent au Maroc. Ils ne s'intéressent pas du tout à l'histoire du Maroc. Ils sont touristes. Moi, ce n'était pas mon cas. Moi, je voulais savoir ce que c'est que ce pays. Parce qu'on l'a étudié un peu en classe. Hein. On a étudié des auteurs, on a étudié un certain nombre de choses, ce qui nous ont fascinés, qui nous ont fait rêver, etc. Mais je voulais savoir d'où ça venait. Parce qu'on n'est pas comme ça libre. Hein. La France a connu des dizaines de guerres, hein, de dizaines de révoltes et de révolutions. Donc, voilà. Alors, donc, je voulais savoir tout ça pour pouvoir être comme les autres, ou peut-être mieux que les autres, peut-être un petit peu mieux, plus français que les autres, parce que les autres, pour eux, c'est naturel. C'est un héritage naturel. Chez moi, non, il fallait l'acquérir. Ok. Mais en même temps, tu l'as pas fait par contrainte, tu as fait parce que tu avais du goût aussi à le faire. Oui. Tu as aimé cette culture. Bien sûr, parce que la politique m'intéressait beaucoup. Et aussi les rencontres, parce que il faut dire que j'ai rencontré des gens extrêmement intéressants. J'en citerai deux. Mon beau-père, qui était chirurgien dentiste malgré lui, alors qu'il aimait la littérature, il lisait énormément, il laissait anecdotes, il laissait parfois patienter ses clients pendant qu'ils finissaient un roman. Bon, c'est pas très glorieux, mais bon, il le faisait, ça je sais, parce qu'il travaillait malgré lui, il était dentiste. Dans toute sa famille, ils étaient dentistes. Et puis l'autre rencontre, c'était avec mon psy, Armen Tarpignan, je le cite souvent, c'est un homme merveilleux. Moi qui étais un révolté, un révolutionnaire, etc., il m'a appris à me calmer. Il n'a pas totalement réussi, mais il m'a appris à me calmer, à contre-valoriser les choses. Je ne citerai qu'une anecdote tellement j'étais un peu un homme inquiet. J'étais chez lui pendant qu'une ambulance passait. Il a lu sur mon visage, qui sonnait fort, il a lu une inquiétude sur mon visage. Et il m'a dit tout de suite, tiens, voilà quelqu'un qui veut rentrer vite chez lui pour assister à un match de football. Donc, ma tension nerveuse a baissé sur le coup. Ça, je m'en souviendrai toujours. Mais il y aurait beaucoup à dire sur Armen Tarpignan, un homme que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais plus de quoi on parle. Ben, je disais que tu as aimé aussi cette culture. C'était pas une contrainte, c'était aussi l'amour pour cette culture que tu rencontrais. Absolument. Et tu m'as dit même que voilà, comme tu habitais Tanger, oui.
Angers, ça donne sur l'Espagne, tu m'as dit le détroit de Gibraltar. Et Oui, il y avait déjà une attirance vers là-bas, quelque part. c'était d'ailleurs plus facile d'aller pour nous en Espagne que d'aller à Casablanca ou à Rabat. C'était en face. Et alors, qu'est-ce qui. Pardon? Et puis c'était des gens différents. Ah, voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience, par exemple, de la place de la femme et qu'il y avait de l'injustice dedans? Qu'est-ce qui, pour toi, a fait sens qu'à un moment, voilà, tu n'as pas suivi nécessairement il y a quelque chose qui t'a révolté, qui te dit, c'est. Lorsqu'on est révolté par tout ce qui est injuste, alors on peut trouver que on peut être d'accord avec l'ordre des choses tel qu'il est. Hein. Mais moi, tout petit, j'avais un oncle aussi, voilà, un grand personnage qui m'a beaucoup. Toute ma discussion avec mon oncle, c'était questionnement. Alors que j'étais tout petit, je devais avoir 5-6 ans, je me souviens, je lui demandais, mais où les dieux? Je cherchais Dieu. Et puis un jour, j'ai vu une pleine lune et je lui dis, mais c'est peut-être lui, Dieu, c'est là qu'il est Dieu. Elle me dit, on peut dire ça, mais plus tard, tu verras que c'est beaucoup plus que ça. Ce qui fait qu'il laissait toujours les portes ouvertes quand je discutais avec lui. Alors, cet esprit de liberté, je l'ai acquis très tôt, et cet esprit de liberté permet aussi la révolte contre l'injustice, parce qu'on ne se révolte pas naturellement. Il y a beaucoup de gens soumis qui acceptent leur soumission. À partir du moment, c'est pour ça que je considère que l'éducation est la base de tout. L'éducation est très importante. C'est le premier acquis réclamer, que tous les gens doivent réclamer avant le pain. Voilà. Donc, Ouais. c'est tout à fait naturellement que j'ai trouvé injuste, par exemple, que quand on était réunis en famille, que ma mère soit à la cuisine et que les autres étaient en train de fêter. Et quand elle arrivait, la pauvre, c'était au moment où on prenait le thé. Mais elle le faisait avec plaisir. Il ne faut pas croire que c'est. Mais moi, je trouvais ça injuste. Ok. Ok. Est-ce que tu veux bien nous lire un extrait alors de ton. Oui, alors, oui, un petit que je situe au moment où c'est le choc premier qu'elle a reçu, Karima. Hein. Je dis, c'était l'époque où donc c'est elle qui parle. Hein, c'était l'époque où j'envisageais l'avenir comme une promesse, le temps où j'aimais rire et chanter, avant que je ne remarque mes nouvelles rondeurs, mes seins pointés, mon visage se couvrir d'acné, mon caractère se durcir, les poils de mon pubis pousser et quelques gouttes de sang couler le long de mes cuisses. C'était avant que mon destin ne fût scellé en une fraction de seconde par un diktat, me plongeant dans une grande perplexité. J'eus du mal à émerger de ce cauchemar, consciente que le réveil sera douloureux. C'était quand on va lui dire qu'elle allait se fiancer. On va déjà se fiancer. C'est vrai que c'est une grande violence hein, de forcer quelqu'un à aimer et à vivre avec quelqu'un qu'elle n'a pas choisi. C'est vraiment une grande violence. Il y a ça, oui. Et puis, elle voit que son destin est scellé. Ouais. C'est ça le truc. C'est qu'on décide pour elle parce qu'on décide pour son bien. Alors, l'autre petit extrait, donc tout ça va concourir à ce plaisir de départ. Et ça, c'est une chose quand même chez moi très importante parce que l'exil, il a un goût amer un peu. Mais il y a le rêve, un rêve amer. Alors, j'écrivais, quelque chose de tout nouveau s'est produit dans notre existence. Partout dans nos pensées inquiètes, alors elle parle d'elle et de son ami qui va partir avec elle en France étudier. Partout dans nos pensées inquiètes s'intercalent des rêves colorés, arrivant de ce nouveau monde qui nous tend les bras, un monde de liberté, une liberté qui nous fait encore peur, mais que nous chérissons déjà. Je vais pouvoir aller au bout de ma féminité, à Tanger, à ma famille ou ce qui en reste, à cette société infantilisante, je ne peux opposer que mon innocence et ma révolte secrète. Alors, il y a d'autres paragraphes qui parlent du départ encore. Hein. Je peux te lire. Ce qui est aussi intéressant dans ton histoire, c'est que cette
personne donc passe par différentes identités. Donc une identité masculine, puisqu'on la considère comme un garçon. Puis elle découvre que finalement elle est une femme, donc elle doit acquérir une nouvelle identité. Au départ, elle naît au Maroc et elle est marocaine. Et puis elle passe en France où elle doit confronter d'autres formes encore d'identité, donc se redéfinir parce que elle doit quitter un camp. Oui. Elle cherche son identité de femme à travers la lutte des femmes pour l'égalité. Parce que on ne peut pas concevoir, lorsqu'on passe d'une société infantilisante, comme celle qu'on vient de décrire, de passer à une société où il y a plusieurs formes de liberté, qui n'est pas totale, sans être exigeant. On est souvent plus exigeant quand on vient de là que quand on est naturellement libre. Hein. Par exemple, la mixité. Oui. C'est un sujet nouveau pour elle. Hein. Alors, une petite fille française, une jeune fille française qui se balade avec des garçons, etc., ça paraît tout à fait naturel. Mais pour une fille qui vient du Maroc, qui n'est pas habituée, surtout à l'époque, à cette mixité, c'est un effort de compréhension. C'est une liberté teintée de crainte. Alors, justement, elle va connaître en France pas seulement la psychologie, la philosophie, la littérature, la politique, le mouvement des femmes, etc., mais elle va connaître l'amour. Et alors, ce petit paragraphe-là va peut-être donner une idée de ce qu'elle pense. C'est-à-dire, quand elle connaît ce garçon, elle ne sait pas parler au garçon. Elle ne peut parler au garçon qu'avec ses connaissances. Elle veut être reconnue. Alors, elle dit, après de nombreuses banalités de ce genre derrière lesquelles nous essayons de cacher notre fragilité, et comme pour me donner une certaine importance, je commence à évoquer mon intérêt pour la politique en tant qu'instrument de l'émancipation des femmes, à expliquer pourquoi je fonde tant d'espoir dans cette nouvelle gouvernance de la France. Par expérience, je précise, les femmes ont appris qu'elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes et sur leur combat. Elles doivent aussi utiliser les circonstances favorables. J'argumente, j'invective, je dénonce, je crie. J'attends que Lucien reconnaisse le bien fondé de ma cause, la pureté de mes intentions, la justesse de mon raisonnement. Au lieu de cela, il m'invite à boire un verre de vin chez lui. Ou bien tout honneur, ajoute-t-il. J'accepte encore une fois, trop facilement, vaincu par le charme qui se dégage de sa personne. Donc, voilà, un certain nombre de chocs psychologiques. Oui, et on voit bien dans l'extrait que tu montres qu'à travers cette rencontre, elle essaye de nouveau de se redéfinir. Quel est mon combat? Qui suis-je à travers ce combat? Et donc, elle s'entend parler, je suppose, je me la vois en train de s'entendre parler et de se découvrir elle-même avec ses causes en elle, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Puis de rencontrer ce vide, ce manque d'écho qui va encore mobiliser d'autres choses, en fait. Donc, elle va devenir quand même quelqu'un d'important dans ce mouvement des femmes. Elle va faire des conférences, etc. Mais quand elle va se confronter aux réalités, et retrouver des ennemis, et trouver des ennemis, par exemple le fascisme en France, le petit facho en France, hein, qui voulait bien casser la gueule aux femmes militantes. Quand elle va aller même à Tanger, parce qu'à un moment donné, elle va chercher du travail à Tanger, parce que déçue par certains événements en France, certaines expériences en France, elle va essayer de trouver un travail à Tanger. Elle tombe sur un mec qui fait une campagne électorale et qui voudrait l'employer, l'utiliser. Et elle, sérieusement, elle va lui préparer un programme pour les femmes. Mais il lui dit, je veux pas ton programme. Moi, je sais ce que c'est. Ce que je veux, c'est le pouvoir, etc. Donc, elle va. Il y a un petit paragraphe encore, si tu veux bien. Hein. Okay. Je suis offensé jusqu'au plus profond de mon être par cet homme amoral et sans aucune conviction. Son arrogance, son mépris des autres, sa manipulation, ses menaces sont les outils de sa politique de domination, de ce qu'il croit être son importance. Je suis tellement écœuré que je me demande si je ne préfère pas la violence franche des petits fachos français, produits de leur idéologie malsaine, aux pratiques viles de cet homme mesquin. Je refuse de choisir entre la peste et le choléra. Je sors de cette entrevue tourmentée,
comme éclaboussée de saleté. La rue me paraît sombre. J'ai envie de crier de désespoir et d'indignation. J'ai peur de perdre ici mon idéal de vie. Ah ben, c'est puissant, hein, quand même, Najib, parce que tu rentres vraiment dans la peau d'une femme, en fait. Comme on est en train de parler d'identité, pour pouvoir écrire les mots de cette façon, tu as dû changer Tu d'identité. m'inquiètes en me disant ça. Pardon? Tu m'inquiètes en me disant ça. Pourquoi? À 77 ans que je découvrirai mon homosexualité. Ah ben non, on Il y est a tous toujours une femme qui sommeille en nous. Il y a toujours une femme qui sommeille en nous, si ce n'est que notre mère. c'est ça. Ouais, c'est Ouais. ça. Oui, on est justement féminin, masculin et on oublie une de nos parties en faveur d'une autre. Ben, donc là, c'est comme si tu avais été rejoindre cette partie qui est là aussi, qui sommeille, qu'on met pas nécessairement en avant. Et donc, ça te permet vraiment d'écrire de cette voix-là, en fait, et de la faire parler. Donc, c'est magnifique. Et alors, je t'avais demandé, est-ce que toi, en tant que père, tu as eu les mêmes exigences par rapport à tes enfants? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je n'ai marié ni mon fils ni ma fille. D'accord. Ils sont mariés librement, ils ont eu des enfants librement. Je me contente d'être un grand-père, le plus sympa possible, le plus gentil possible. Alors, il y a ici une remarque des personnes qui ont réagi, plusieurs personnes. Oui. Voilà, il y en a une qui a dit que c'est un peu comme l'histoire de la princesse Yenenga au Burkina Faso. C'est quand tu racontais le départ. Tu connais l'histoire? Non. Alors, il y en a qui dit, une qui dit qu'elle va sûrement lire ton roman. Et une autre, nos ancêtres étaient gaulois et nous connaissions mieux l'histoire, la flore, la faune et la géographie de la France que nous aimions comme on aime une deuxième patrie. C'était la France, notre Afrique lointaine. Donc elle est congolaise et elle a aussi eu cet appel vers la France, le français. D'ailleurs, elle écrit aussi. C'est Émilie Flore. Donc, ouais. Et donc voilà, elle dit aussi que tu es entrée dans le creuset de l'âme d'une femme. En tout cas, il y a une autre idée à laquelle je tiens beaucoup, je ne sais pas si je l'ai bien exprimée. Ayant été moi-même, quand j'étais jeune, un révolutionnaire, etc., et que je me suis, non pas assagi, mais disons, compris qu'il y a deux temps. Hein. Le temps de la politique, c'est le temps long. Et celui de la politique politicienne, il est très court. Hein. On pense aux élections prochaines. Je n'oppose pas l'un à l'autre. Je pense simplement qu'il ne faut pas oublier le temps long, le temps de la réflexion, le temps de l'expérience. Et cette expérience n'est pas obligatoirement la sienne dans sa propre vie, mais celle que l'on transmet aux enfants, qui transmettent à leurs propres enfants, etc. Une longue expérience, une longue maturation. L'être humain n'est pas né d'un jour. L'humanisme ne naîtra pas d'une révolution. D'une révolution. Non, elle naîtra de quoi? Il naîtra de l'humanisation du monde. Ok. Et qu'est-ce qui pourrait mobiliser cette humanisation du monde selon toi? C'est un travail personnel, c'est un travail de chacun de nous. Nous sommes tous responsables de ça. Nous sommes en train de nous humaniser. Nous venons de loin, hein, nous venons des amibes, nous venons de la Terre, nous venons de notre microcosme. Il est complexe, il y a des virus, il y a des bactéries, il y a tout ça en nous, il y a la Terre en nous, il y a l'environnement en nous. Je ne dis pas qu'il y a un passage obligé à... ce ne sont pas tous ceux qui nous constituent qui vont évoluer, mais c'est le tout ça qui évolue. Et il évolue en fonction de ce que nous savons, de ce que nous pensons et en fonction de notre expérience. Voilà. Ok. Donc, l'éducation. Oui, Ah, et l'éducation. Ouais, l'éducation. Et pour toi, quelqu'un qui n'a pas eu de parents ou qui n'a pas vécu dans une famille qui le porte, est-ce qu'il a des moyens de trouver une autre forme d'éducation, si ce n'est pas l'école? Bien entendu, il y a cette exigence d'école, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour faire un être humain.
je pense que l'histoire de Tingis Café, c'est ça. Hein, ce petit garçon-là, il va se construire autour de ce qu'il est. Dans l'autre bouquin, Le Versétrive inconnu, le garçon, c'est aussi un garçon qui a plein d'handicaps à la naissance, mais qui va découvrir qu'il a un talent de peintre. Parce qu'à un moment donné, au regard d'un autre qu'il aime bien, il va se découvrir peintre. C'est souvent au regard des autres. Donc, il faut aimer nos enfants, il faut les aimer. Oui, je crois que c'est dans notre désir qu'ils naissent. Waouh. Voilà. Ok. Alors, il y a une personne qui est pessimiste et qui me dit moi, nous humaniser, je ne pense pas que c'est ce qu'on est en train de faire, parce qu'elle parle plus de brutalisation pour le moment. Et donc, quels sont tes ingrédients à toi, puisque tu as dit que c'est vrai qu'il y a de multiples ingrédients, il y a autant d'ingrédients qu'il y a d'individus, puisque chacun doit trouver son chemin, mais celui que toi tu proposes. Moi, je propose pour chacun une réflexion profonde, une introspection. Il faut commencer par se dire la vérité, hein, parce que nous sommes complexes, on n'est pas bien, on n'est pas mal, on est les deux à la fois. Et voilà, et tout ça se cultive. Il faut du temps. Alors, évidemment, cette personne fait référence à ce qui se passe maintenant, à ce qu'on voit, à la violence, mais je crois qu'elle se trompe dans le sens où la violence a toujours existé. Elle est partie intégrante de l'environnement. Il n'est que violence. Mais qu'est-ce qu'on cherche? À le pacifier en quelque sorte. Certains diraient à le dominer. Tout à fait. Donc, il y a une notion africaine qui parle de l'Ubuntu. C'est notre capacité d'être un être humain. Ça veut dire d'avoir des sentiments, d'avoir ces élans d'aider, de partager. Et donc, c'est développer nos qualités humaines, en fait. Et comme tu dis, parfois, c'est au moment d'une rencontre que ça se révèle. Et comme dans ton roman, la jeune fille, elle se révèle dans la rencontre. Elle se rend compte qu'il y a des combats en elle qu'elle veut réaliser, qu'elle veut concrétiser, et donc qu'elle arrive à concrétiser. Alors, pour terminer, Najib, par quoi tu aimerais clôturer? Attends, il y a encore une remarque ici. Oui. Introspection. La chose la plus difficile à faire, c'est l'introspection. Les gens préfèrent regarder les autres et chercher la paille dans les yeux des autres que d'entrer en soi-même pour se découvrir et progresser vers l'humanisation. Voilà, ça c'est une réaction par rapport à l'introspection. Et voilà, tes thèmes de prédilection, donc c'est nos identités, la résilience. Par quoi tu aimerais terminer ici? Quel message tu aimerais donner au monde pour clôturer cette rencontre Je n'ai pas Belgique, de prétention, Régine, de donner. Non, c'est pas mon rôle de donner des messages ni rien du tout. Moi, j'écris des petites histoires et c'est déjà bien. Tout à fait. Mais ces histoires vont marquer nos pensées. La seule chose à laquelle que je tiens à dire, c'est les gens pressés ont tort. Ah, waouh. Je crois qu'il faut prendre le temps de réfléchir sur soi d'abord, hein, de se demander toujours quel est le bien qu'on doit faire à soi-même. Sans ça, on ne peut pas faire le bien à l'autre, parce qu'on ne peut pas l'identifier. Voilà. Alors, moi, je vais finir par dire que je continuerai, tant que je vivrai, à écrire des histoires. Je suis en train d'en terminer une. Alors, cette fois-ci, en relation avec la couleur de peau. Eh oui. Pour te mettre de l'eau à la bouche, si j'ose dire. Je n'ai pas encore sorti, il est loin de sortir, là, peut-être dans 3-4 mois. C'est l'histoire de quelqu'un qui, fatigué, névrosé, partant à la retraite, se rend compte qu'il est seul.
sa femme l'a quitté, elle est morte, etc. Et il se met à fouiller dans ses souvenirs, à ranger ses affaires. Ça peut arriver à beaucoup de gens. Et il découvre une photo de classe quand il était petit. Il y reconnaît presque tout le monde. Et parmi tous ces enfants de son âge, de l'époque, il en voit un et il se dit, celui-là, je le déteste. Je sais que je le déteste, mais je ne sais pas pourquoi. Et il découvre qu'en fait, il le détestait parce qu'il était le chef de la petite bande de copains qu'ils étaient et qu'il l'appelait régulièrement Negro. Et alors, il va commencer à se poser la question, pourquoi ça m'a tellement marqué? Et il va se rendre compte qu'il y avait d'autres événements dans sa vie où la couleur noire était mise en cause et qu'il essaie de comprendre son racisme intérieur qu'il a vécu contrairement à ses principes. Une personne que je ne citerai pas, qui se reconnaîtra peut-être, m'a dit, pas plus loin qu'il y a 2 jours, qu'elle est humaniste, qu'elle aime le monde entier, qu'elle ne se sent pas raciste. Elle m'a dit, mais le jour, récemment, sa fille lui a dit qu'elle était amoureuse d'un Guadeloupéen noir et qu'elle va peut-être l'épouser. Elle m'a dit, j'ai ressenti comme quelque chose qui me travaillait. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me disais, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Oh. Donc, c'est un sujet. Très intéressant. En tout cas, déjà, ta conclusion, apprendre à se faire du bien à soi-même avant de le faire à d'autres pour reconnaître ce que c'est de faire du bien. C'est une très belle conclusion, en tout cas. Il y a une personne qui a écrit, j'ai pu me connecter et suivre ton émission, chère Régine. Quel bonheur de rencontrer cet homme qui dégage tellement d'amour pour l'humain, pour la femme en particulier. Merci pour cette rencontre que tu nous offres, Régine. Donc voilà, merci beaucoup, Najib, pour merci de m'avoir accueilli et à bientôt. Cette image vers l'humanité, c'est ce chemin que tu nous proposes en toute poésie, je trouve aussi. Donc, avec ton cœur. Donc, grand merci. Merci à toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui. Encore grand merci, Najib, pour ce moment de voyage. Merci à toi. Et donc, à bientôt. Au revoir.